Arnaud, bonjour. Bonjour. Nous sommes chez Schema, on bosse ensemble. Je t'ai invité parce que je voulais approfondir le sujet de tes 3 derniers opus que tu as sortis récemment. On va en parler plus en détail. On va juste faire un petit tour pour te présenter, pour me présenter. Donc, tu as vécu 5 ans au Moyen-Orient, Bahreïn, Arabie Saoudite, Koweït, Émirats Arabes, et par la suite tu t'es intéressé à l'Afrique du Nord. Et donc entre 2020 et 2022, si mes informations sont bonnes, tu as sorti 3 livres. Le premier, La femme et l'avenir du Golfe, ce que la modernité arabe dit de nous. Femme musulmane, cadre, une intégration à la française. Et enfin, ton dernier livre, Les intégrés, réussite de la deuxième génération de l'émigration nord-africaine. Et c'est justement par rapport à ce livre-là que je voulais discuter avec toi, parce que personnellement, j'ai rencontré pas mal de choses contre-intuitives. C'est-à-dire que, étant complètement profane dans ce sujet-là, en découvrant tes conclusions, je me suis dit, d'où il sort ça, c'est quand même compliqué. Voilà. Et donc aujourd'hui, encore une fois, on est dans le studio de Schema. T'es directeur de quel programme ici rapidement? Du Project Management for Business Development, et je viens de devenir Academic Dean, donc doyen académique du campus de Dubaï qu'on vient d'ouvrir. La classe. Et donc, entre autres, comme on bosse ensemble, je vais prochainement intervenir dans ce master ici à Paris avec ma matière intelligence sociale. Voilà. Bon. Présentation étant faite, lançons-nous directement dans le sujet. Alors, on va parler premièrement les populations maghrébines, et surtout on va parler aussi l'intégration et l'assimilation. Donc, je pose rapidement le cadre en te citant. Tu as dit, les personnes intégrées sont le point aveugle de la recherche française qui se focalise sur les échecs, les discriminations, les problématiques sécuritaires, mais très rarement sur les réussites ordinaires. Selon moi, ça pose quand même pas mal le cadre de toute cette contre-intuition à laquelle personnellement j'étais confronté. Donc, ma première question, et je pose encore une fois le contexte. On va définir d'abord c'est quoi l'intégration, toujours selon tes dires. Tu as dit, pour éviter de rentrer dans le psychodrame, j'ai choisi une définition minimaliste de l'intégration en m'inspirant de Dominique Schapper, si je prononce bien. L'intégration, c'est le fait pour un individu membre d'un groupe minoritaire de rentrer dans le groupe majoritaire en adoptant ses codes et ses attitudes, tout en étant bien conscient que le groupe majoritaire n'est pas spécialement facilitateur, c'est-à-dire que la population local n'aide pas, voire peut-être par moment met les bâtons dans les roues. Et ensuite tu rajoutes, en France, la considération de l'intégration pour un immigré ou un descendant d'immigrés consiste au fait d'adopter les codes de la société majoritaire et souvent de partager les critères de réussite sociale, études, réussite professionnelle notamment. Pourquoi en France? C'est-à-dire quoi? C'est qu'en France qu'on considère que pour être intégré, il faut être aussi intégré socialement? Parce que personnellement, j'ai l'impression que c'est la même chose pour tous les pays du monde. C'est pas tout à fait la même chose. La France et quelques pays au monde, pas beaucoup, créent des citoyens. Quand quelqu'un vient en France et s'y installe, l'objectif de la République est d'en faire un citoyen. Qu'à la fin d'un processus qui peut durer longtemps, on peut l'appeler un processus d'intégration, ils deviennent français. Typiquement, j'ai vécu, comme tu l'as dit, au Bahreïn, aux Émirats Arabes Unis, mais dans d'autres pays aussi, où quand on arrive dans un pays, on n'a pas de code et de valeurs particulières à prendre parce que nous ne sommes pas destinés à en devenir les citoyens. Je ne serai jamais un citoyen des Émirats Arabes Unis, je ne serai jamais un citoyen du Bahreïn, alors que ce sont des pays où il y a énormément d'étrangers, beaucoup plus d'étrangers d'ailleurs, dans ces pays-là qu'en France, parce qu'il n'y a pas de processus, il n'y a pas de tradition de création de nouveaux citoyens. Et en fait, la France est plutôt minoritaire dans le concert des pays du monde. Il y a les États-Unis d'Amérique qui sont assez connus pour ça, le Canada, mais on en fait vite le tour. L'Allemagne, ça fait très peu de temps, par exemple, qu'ils sont comme ça. Pendant longtemps, l'Allemagne, c'était le droit du sang, on était allemand si on avait des parents allemands, et c'est tout. Les étrangers qui venaient restaient étrangers. Ça a pu poser des problèmes. Ça a changé très récemment. Voilà, donc à la base, la notion d'intégration dans un pays est davantage quelque chose, et notamment sur la définition française, la définition juridique, qui est liée à l'acquisition de la citoyenneté, l'acquisition de la nationalité. Et c'est tout le problème d'ailleurs de cette définition très française, c'est qu'on raconte que voilà, pour devenir français, il faut être intégré dans la société française. Et on n'a jamais vraiment défini ce que c'était, c'est tout le problème d'ailleurs. L'autre chose, c'est que la notion d'intégration, elle n'est pas que politique et citoyenne. Elle est d'abord sociologique. Quand je parle de Dominique Schnapper, quand elle dit c'est un groupe minoritaire, c'est un membre d'un groupe minoritaire qui veut
rentrer dans le groupe majoritaire, à aucun moment elle ne parle d'étrangers. Ça n'a strictement rien à voir. Quelqu'un qui est dans un groupe minoritaire et qui veut rentrer dans un groupe majoritaire, ça peut être on veut rentrer dans un club sportif par exemple. Et il y a des codes, il y a des attitudes à avoir quand on n'est pas un joueur de football et qu'on veut rentrer dans un club de foot. Il y a des choses à savoir faire. Et il y a du savoir-faire, du savoir-être à acquérir. Ici, on est dans une école de commerce. Il y a ceux qui y sont et il y a ceux qui veulent y rentrer. Une fois qu'on y est rentré, il y a un processus d'intégration. Ça n'a rien à voir avec la nationalité. Et c'est tout le problème d'ailleurs que le monde politique a fait. C'est-à-dire cette notion d'intégration est devenue de plus en plus attachée au fait que ça ne concerne que des étrangers. Pas du tout. Et d'ailleurs, beaucoup de gens que j'ai interrogés me l'ont dit, mais moi je suis né français, je suis né française, je n'ai pas à m'intégrer. Ouais. Mais en fait si, tu n'as pas à t'intégrer, tu as à t'intégrer dans la société majoritaire française. Quelqu'un qui est en prison actuellement et qui a de la nationalité française, quelqu'un qui est un clochard dans la rue qui a de la nationalité française, on ne peut pas dire qu'il soit intégré dans la société majoritaire française. Et voilà, et tout le problème est là. Pourquoi j'ai décidé d'étudier d'abord des réussites, donc des gens qui sont intégrés socialement et économiquement. Ouais. Parce que je partais du principe, qui est assez peu démenti, que lorsqu'on n'a pas trop de problèmes de fin de mois, lorsqu'on est plutôt à l'aise économiquement et qu'on fait partie d'une certaine, classe moyenne supérieure, une certaine bourgeoisie, généralement, l'intégration sociale, l'intégration sociologique vient toute seule. Il est très très rare que des gens soient dans des situations de réussite économique relative, attention, je n'ai pas interrogé des millionnaires, et qui vivent de manière complètement différente du milieu dans lequel ils évoluent. Quand on voit le travail est le travail, notamment quand on est un cadre, un manager, est un très très puissant moyen d'intégration dans la société dans laquelle on souhaite s'insérer. Donc encore une fois, par exemple, bon, si tu veux déjà, il faut quand même un peu crever l'abcès, c'est que moi-même je suis immigré dans ce pays, je suis arrivé ici à l'âge de 19 ans, 20 ans, et ça fait plus d'un quart de siècle que je suis là. Donc, j'aborde ce sujet pour deux raisons principales. Premièrement, j'en sais quelque chose. Et deuxièmement, vu la thématique telle que tu la développes et telle qu'on va la développer maintenant, ça reste quand même assez touchy, surtout pour un pays comme la France. Bon, mais ce qui m'a titillé en fait dans cette définition que tu as donnée ici, c'est que apparemment il faut absolument être intégré socialement, c'est-à-dire avoir un bon job, ne pas galérer à la fin du mois, toutes ces choses-là, voire même quelque part plus tard après tu dis dans une de tes citations que les gens que tu as interrogés ont des bons postes de manager, des choses comme ça. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est intégré, disons comme moi, comme les autres qui parlent la langue, qui connaissent les codes de la société française, de la culture, de la religion, enfin toutes ces choses-là, mais par exemple qui n'a pas un job qui va bien, qui sont péniblement au SMIC, c'est quoi? On considère qu'ils sont pas intégrés? Ah, ils sont parfaitement intégrés également. C'est pas exactement ce que je voulais dire. Mon étude, c'est vraiment porté sur les réussites. Parce que globalement, les difficultés d'intégration des gens qui sont en situation de pauvreté, des gens qui sont en situation qui sont pas dans la classe moyenne, qui ont plutôt des difficultés entre guillemets, elles ont suffisamment été étudiées. Les possibilités d'intégration, les difficultés qu'ils rencontrent, les discriminations, voilà, ça a été étudié énormément. En revanche, ce qu'on a volontairement ou pas, je ne sais pas, complètement occulté, c'est que je vais parler de l'immigration nord-africaine parce que globalement ça s'inscrit dans des études culturelles que j'ai commencé. Les enfants des descendants des primo-arrivants, donc des années 70-80 d'Afrique du Nord, leurs enfants ont les mêmes taux d'accès aux études supérieures et aux emplois prestigieux, aux emplois de cadre, de manager, d'entrepreneurs, etc., que la moyenne nationale française. C'est-à-dire qu'en une génération, des enfants de personnes qui étaient extrêmement pauvres, parce que la plupart du temps, quelqu'un qui vient en 1970 et 1980 de Tunisie, de Maroc, d'Algérie, est plutôt quelqu'un qui va faire un travail manuel, qui est peu qualifié, qui va bénéficier ensuite du regroupement familial et faire venir quelqu'un qui est du même milieu que lui, c'est-à-dire souvent la ruralité méditerranéenne, si on veut passer par là, c'est pas quelqu'un qui est dans une grande ville. Donc ça, c'est des gens qui vont de toute façon être relativement pauvres. Et qu'est-ce qu'ils vont voir autour d'eux ? Ils vont voir leur contremaître à l'usine, le cadre, etc. Et ça va être un modèle pour eux. Et donc, ils vont essayer de pousser au maximum, mais tous les enfants me l'ont dit,
leurs enfants me l'ont dit, pousser au maximum. Si tu veux réussir, si tu veux t'intégrer, il faut faire des études. Même s'ils n'ont jamais entendu, même s'ils ne savent même pas ce que ça veut dire faire des études, puisque la plupart d'entre eux n'en ont pas fait, ils vont pousser leurs enfants au maximum. Et ce premier push, si on peut utiliser une expression anglaise, cette première poussée va justement faire qu'on va avoir un taux d'accession à des critères de réussite sociale extrêmement importants et beaucoup plus importants entre la première et la deuxième génération. Après, j'ai pas étudié le reste et je m'aperçois que effectivement les autres études montrent que un Français pauvre, mais en général 5, parfois 6 générations pour arriver à la classe moyenne. Ici, globalement, on a quasiment un tiers des enfants d'immigrés nord-africains qui arrivent à la classe moyenne en une seule génération, ce qui est énorme. Et en fait, c'est une anomalie sociologique, puisque ça contredit complètement toutes les études de l'OCDE, etc., qui disent qu'il y a une grosse barrière sociale. Ils ont plus la niaque, ces gens-là, ou pourquoi? Comment tu peux expliquer ça? En fait, c'est ça. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui sont venues pour être ouvriers, etc., avaient peu de qualifications, parlent pas très bien le français, et voient bien que malheureusement, leur avenir est un peu limité à l'usine, à des travaux manuels, etc. Dès qu'ils ont la possibilité de faire venir leur famille, que vont-ils faire? Ils vont revenir dans leur milieu d'origine, dans leur village du Rif marocain, dans leur village rural d'Algérie, de la petite Kabylie, les montagnes, etc. Ça va être un mariage parfois un petit peu arrangé, il faut le dire, avec quelqu'un du même milieu social, avec une femme du même milieu social. Le retour va se faire, voilà, dans des conditions un peu compliquées. Et à partir de là, on va reporter les efforts d'intégration économique, pour le coup, d'intégration sociale, sur les enfants. C'est-à-dire que de notre vivant, eh ben, on va rester un petit peu entre nous, puisque la perspective d'évolution sociale va être compliquée. Alors oui, on va apprendre la langue, on va essayer d'imiter ce que l'on a envie d'atteindre, en sachant très bien qu'on n'y arrivera économiquement et socialement pas de notre vivant, et donc on va tout reporter sur les enfants, sur la génération suivante. Et donc on va les pousser très fort, parfois de manière un peu maladroite, mais force est de constater que ça a bien fonctionné, et que c'est quelque chose qui fonctionne un peu moins bien maintenant. Alors écoute, c'est assez intéressant parce que tu as devancé précisément ma question suivante, mais elle est formulée quand même un peu différemment, donc je vais te la poser quand même et ça nous permettra de voir, tu vois, d'autres facettes. Alors, premièrement, tu as fait des interviews de 70 personnes de 30 à 50 ans, des enfants d'immigrés de la première génération nord-africaine. Tu as choisi ceux qui ont fait des études supérieures et occupent des fonctions valorisées socialement, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais aussi tes interlocuteurs ont une culture religieuse. Juste petit commentaire. Pourquoi c'était important d'avoir en face de toi les personnes qui ont une culture religieuse? Alors, je ne voulais pas de gens qui étaient en rupture complète avec leur milieu d'origine. J'en ai rencontré qui m'ont dit, moi, j'ai complètement arrêté l'islam, je suis athée, volontaire, etc. Le but de la manœuvre, en fait, cette démarche d'intégration ne se fait pas en rompant complètement avec son milieu d'origine. Et parce que ce que j'avais pu mesurer, alors en Arabie Saoudite, quand j'ai étudié l'intégration des femmes saoudiennes dans leur propre société, puisque du jour au lendemain, elles n'étaient rien du tout, elles n'avaient même pas le droit de parler à un homme qui n'était pas leur mari ou leur frère ou leur père, publiquement, du jour au lendemain, elles se sont retrouvées propulsées à des postes d'encadrement, à des postes de management, etc. Et donc, ça a été comment ça s'est passé. Et ça, je l'ai étudié dans La femme et l'avenir du Golfe. Et on s'est aperçu, en fait, que ces femmes n'ont pas rompu avec leur milieu d'origine et qu'une fois qu'elles ont réussi leur intégration professionnelle, elles sont revenues vers leur père, vers leur sœur, etc. et qu'elles ont servi de modèle. Et j'ai voulu voir si ce schéma, qui est qu'une fois qu'on a réussi socialement, on revient vers son milieu d'origine pour servir de modèle, fonctionner. Or, si on rompt complètement avec toutes les traditions familiales, la religiosité, enfin la religion d'une manière générale, certains critères, certains liens avec le pays d'origine, avec le pays des parents, forcément, on a complètement rompu et donc on peut pas jouer ce rôle de passerelle, de pont, pour aider ceux qui n'ont pas réussi à s'en sortir. C'est pour ça que j'ai voulu maintenir ça et également, parce que c'est important, en France, on a tendance à mettre sur le dos de l'islam, de la religion musulmane, toutes les difficultés des personnes qui ont du mal à s'intégrer. Et j'ai voulu montrer que des gens qui se disaient musulmans, avec des degrés de religiosité divers, pouvaient tout à fait réussir, se sentir parfaitement intégrés, et que nous, membres de la société majoritaire, on les considère nous-mêmes comme intégrés. Bien.
Alors ensuite, un enfant d'immigrés, je te cite toujours, hein, un enfant d'immigrés de la première génération nord-africaine qui vient d'un milieu souvent très pauvre, et là, le plus intéressant commence, parce qu'on a souvent tendance à penser que ces gens-là, ils sont exclus d'une certaine manière de la société française, qu'ils sont un peu à l'abandon et compagnie. Donc là, tu dis, ils ont quasiment autant de chances d'arriver à l'enseignement supérieur, à réussir ses études et à occuper un poste de manager que la moyenne nationale. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais je rêve. Bon. Et ensuite, de fait, tu dis, une forte proportion de ces enfants d'immigrés, entre parenthèses 30%, je suis pas statisticien, mais pour moi, 30%, c'est pas une forte proportion, tu expliqueras, a réussi leur parcours. Pour eux, on peut donc dire que l'intégration a fonctionné et qu'ils ont aussi connu une forte ascension sociale. Mais en contrepoids de ça, plus loin, tu dis, les enfants d'immigrés de la première génération ont été poussés à la revanche sociale. Je veux dire, pardon, il y a quand même un ravin entre être poussé à la revanche sociale au dos, pour ne pas dire au cul, fortement par les parents, c'est-à-dire vraiment être forcé, et ensuite quand tu dis ils ont quasiment autant de chances d'arriver à l'enseignement supérieur et à la réussite sociale que la moyenne nationale. Pour moi, c'est vraiment deux trucs complètement séparés, quoi. Alors, ce 30%, en fait, c'est un chiffre qui a été mis en avant par l'Institut national des études démographiques, hein, dans son enquête Trajectoire et Origine, qui est consultable, hein, qui est assez facile à trouver. En fait, 30%, ça correspond au taux de cadres, de managers dans la société française en général. C'est-à-dire qu'il y a 30% de gens qui ont un statut de cadre, de manager dans la société. Autrement dit, si les enfants d'immigrés sont à 30% à ce stade, ça signifie que, globalement, ils ont le même taux de réussite que quelqu'un qui est de la population majoritaire de la moyenne nationale. Autrement dit, ça c'est plutôt très positif et c'est entre guillemets surprenant parce que si on relit Bourdieu, hein, clairement un enfant de pauvre, le déterminisme a de fortes chances de rester pauvre et ses enfants aussi de rester pauvres également. Là, on arrive à quelque chose qui est surprenant et qu'on n'a pas très bien mesuré et c'est plutôt une très bonne chose parce que c'est ce que j'explique, hein, les cadres que j'ai interrogés sont des gens qu'on croise tous les jours. Et ceux qui sont en France, ou ceux qui observent le monde du travail depuis 10 ans, 20 ans, etc., voient que les visages de nos collègues, les visages de nos managers changent. Ce ne sont plus des gens qui pourraient me ressembler, moi, par exemple. De moins en moins, en tout cas. On s'aperçoit que les descendants d'immigrés nord-africains, aujourd'hui, sont managers, sont cadres. Je suis dans une école de commerce, j'ai de plus en plus de collègues qui sont professeurs, qui ont des doctorats, qui sont importants, etc., et qui sont d'origine nord-africaine. Et personne ne va remettre ça en cause et personne ne va les juger en fonction de la couleur de leur peau, de leur religion supposée ou de leurs origines supposées. Et ça, je trouve que c'est très positif. Ça signifie simplement que l'intégration a été idéale puisqu'ils se considèrent comme intégrés et nous les considérons comme intégrés. Justement, précisément, est-ce que tu penses pas que le fait que maintenant les têtes changent au niveau du top management, est-ce que ça vient pas aussi, peut-être en majeure partie, peut-être juste en partie du fait que la population locale a changé de perception aussi vis-à-vis de ces populations que les Français avaient il y a 60 ans? Alors, oui et non, c'est-à-dire que la vision que les Français avaient il y a quelques années, il y a quelques décennies, elle reflétait les personnalités qui étaient immigrées de la première génération. Quand, comme exemple, vous avez beaucoup d'ouvriers, beaucoup de gens qui ont des travaux manuels, etc., qui sont relativement peu éduqués, etc., forcément la vision que vous avez de cette population reflètera ce que vous pouvez observer. Quand les gens qui ont des diplômes qui sont importants, etc., sont une très forte minorité parmi une population donnée, vous aurez tendance, et ça c'est très bête, à généraliser cette population et à se dire en fait ce sont des gens très pauvres et peu éduqués. À partir du moment où leurs enfants fortement poussés se mettent à faire des études, à réussir, etc., forcément la vision globale évolue. Et en définitive, on se retrouve avec une intégration qui ne dit pas son nom parce qu'on n'a aucun intérêt, et ça faut bien le dire, politiquement, très peu de gens ont intérêt à dire qu'en fait, l'intégration est plutôt une réussite. L'intégration des enfants d'immigrés primo-arrivants nord-africains arrivés dans les années 70-80, personne n'a intérêt à dire Pourquoi et tout simplement parce que on a deux extrêmes politiques qui disent, qui essayent justement de ramener ces gens-là à leurs origines présumées ou à l'origine de leurs parents, voire de leurs grands-parents. Regardez, quand on va du côté de
ce qu'on appelle l'extrême droite, mais maintenant c'est de moins en moins l'apanage de l'extrême droite d'ailleurs, hein, qui nous disent, regardez, ces gens qui arrivent, ils n'ont aucun trait culturel avec nous, ils ne peuvent pas s'intégrer parce qu'ils viennent de milieux, de cultures trop éloignés de la nôtre. Ça, on l'entend tout le temps. On l'entend tout le temps. Alors au début, on se dit c'est uniquement des extrémistes qui disent ça. On dit c'est uniquement des Éric Zemmour, etc. Non, non, non. Maintenant, de plus en plus, ça se rapproche du centre, ce discours. Et de l'autre côté, vous avez le discours victimaire qui dit vous pourrez faire tous les efforts que vous voulez, la société française fera preuve de racisme institutionnel et vous rejettera toujours, vous ne pourrez jamais complètement vous intégrer. Autrement dit, on a une espèce de négation des chiffres qui sont publics, qui sont très clairement des chiffres et des faits, puisque, comme je vous le dis, je suis prof, ça fait des années que j'ai des amphis entiers, et les amphis auxquels je donne cours, leur composition a fortement évolué. Autrement dit, quand vous avez beaucoup de diversité au sein d'un amphi, surtout à Schema, qui est la 5e meilleure business school de France, etc. Donc nos étudiants, une fois qu'ils sont diplômés, accèdent à des carrières plutôt avantageuses. Je me doute bien que ceux à qui je vais donner cours cet après-midi, par exemple, quand ils seront dans quelques années diplômés, ils vont accéder à des postes, à des situations qui seront enviées socialement. Donc, forcément, et ils vont continuer ce trajet. Quand on voit ça, et forcément, c'est compliqué pour certaines franges politiques de se dire, mince, en fait, ça marche. Donc on ne peut pas s'appuyer sur cet électorat en disant que de toute façon vous serez toujours rejeté. Ben non, en fait, force est de constater qu'ils sont dans les grandes écoles, ensuite qu'ils intègrent des postes importants, etc., beaucoup plus vite que ce à quoi on pouvait s'attendre. Donc pour résumer, là j'écoute ta réponse, ça me donne l'impression que finalement c'est une sorte d'instrumentalisation sociologique pour la guéguerre entre la gauche et la droite depuis 60 ans, quoi. C'est exactement ça. Sauf que, attention, je vais quand même y revenir, parce que depuis 60 ans, il y a 60 ans, il y a 50 ans, on va dire, c'était pas complètement faux de dire que les primo-arrivants étaient en général des ouvriers peu qualifiés, avec de la difficulté, etc., que leurs épouses qu'ils avaient fait venir, souvent avaient des difficultés en termes de lecture, d'écriture, etc. C'était difficile, mais on ne souligne pas suffisamment l'effort titanesque que ces gens-là qui vivaient dans des conditions difficiles, qui n'ont pas été aidés, tout simplement parce que globalement on ne s'attendait pas à ça. Hein. Globalement, les autorités françaises ne s'attendaient pas à devoir mettre en place une politique d'intégration. Et en fait, on s'aperçoit que quand on ne fait rien, parfois ça marche mieux que quand on fait les choses, puisque les gens dont je vous parle maintenant ont grandi dans les mêmes années que moi, dans les années 90, etc., à l'époque où il y avait très peu de politiques d'intégration active, et force est de constater que ça a très bien fonctionné pour elles. Les chiffres le donnent, les chiffres le disent, et l'impression générale du français moyen vis-à-vis de ces personnes est plutôt positive. Bon. En lien finalement avec tout ce que tu viens de dire, une autre citation de toi, le problème des quartiers en France, c'est qu'ils sont souvent équipés pour que leurs habitants y restent, ce qui est une grave erreur selon moi, dis-tu. Beaucoup de personnes que j'ai interviewées m'ont dit que ce qui a tout changé pour eux, c'est quand leurs parents ont pris la décision de déménager et les mettre dans une école où il y a des blancs, les Frenchies donc. Elles ont ainsi d'autant plus facilement pu acquérir les codes, les valeurs et les attitudes de la société majoritaire, ce qui paraît parfaitement logique. Maintenant, ma question, est-ce que, selon toi, le fait de cette non-intégration des jeunes après 2 générations de lutte pour devenir français, est-ce que c'est du fait de la politique intérieure française depuis 60 dernières années? Oui, mais alors, je ne pense pas que ce soit quelque chose de volontaire de la part des politiques français. Ah, donc c'est involontaire, carrément. Je pense que c'est involontaire, ça part même plutôt d'une bonne intention. On se dit, les pauvres, et c'est logique en fait, les personnes les plus pauvres habitent dans des logements sociaux, les logements sociaux sont souvent concentrés dans des endroits qui sont des banlieues, etc. Les pauvres, on va faire venir les bons équipements sportifs, culturels, les bibliothèques, même les universités maintenant, dans leur quartier, de façon à ce qu'ils y aient accès facilement. Quand on y réfléchit, c'est plutôt très positif. Ça part plutôt d'une excellente intention. D'ailleurs, la gauche comme la droite l'ont fait avec plaisir. Sauf que, en faisant ça,
on crée de la reproduction sociale, puisque aujourd'hui, si vous naissez à Saint-Denis, par exemple, en banlieue parisienne, vous pouvez même terminer avec un doctorat sans être allé à Paris. Il y a même une université à Saint-Denis maintenant, donc on donne des doctorats. Vous pouvez avoir passé. Comment vous pouvez acquérir les codes, valeurs et attitudes de la société française nécessaires à son intégration quand tout est disponible sur place. Ce qui fonctionne et ce qui a bien fonctionné chez les gens que j'ai interrogés, ce qu'ils m'ont dit, c'est soit ils ont déménagé, soit à un moment ils ont été contraints de bouger de leur quartier. À partir du moment où on fréquente des gens dits de la société majoritaire, on voit comment eux réagissent, on voit comment eux réussissent. Globalement, leurs parents, c'est ce qu'ils ont fait aussi. C'est-à-dire qu'ils étaient pauvres, ils sont souvent restés très pauvres, mais ils ont observé les parcours de leurs supérieurs, qui étaient souvent des Français blancs, de leurs supérieurs hiérarchiques, du patron de leur usine, des gens qu'ils croisaient ça et là, et ils se sont inspirés de ça. Et c'est ce qu'ils ont dit à leurs enfants. Quand ils disent à leurs enfants, il faut que tu fasses des études, c'est très important. Ils ne savent pas ce que c'est que des études, puisqu'ils n'en ont eux-mêmes jamais fait. En revanche, ils l'ont entendu quelque part. Et ils l'ont entendu en discutant avec les membres de la société majoritaire qu'ils ont croisés. Quand on prive les gens de cette possibilité de discuter en faisant de la reproduction sociale, c'est-à-dire en suréquipant des quartiers, parfois ça peut avoir un effet pervers, alors que ça part d'une excellente initiative. Le plan Borloo pour les banlieues, c'était... En vrai, j'y ai participé moi-même quand j'étais chef de cabinet du maire de Strasbourg. Je trouvais ça très positif. Et ce sont des gens qui ont bénéficié de ces aménagements qui m'ont dit, qui ont réussi et qui m'ont dit, tu sais Arnaud, moi quand ils ont construit la médiathèque au sein de mon quartier, j'étais une des premières à dire je ne veux surtout pas. Pourquoi ? Parce que le fait d'aller à la bibliothèque municipale de Strasbourg, ça m'obligeait à prendre le bus, à me mélanger, à aller au centre-ville et à voir les autres gens, à voir comment ils vivaient, à sortir du quartier. Et ça, on ne le fait plus. Aux États-Unis, ce qu'on appelait le busing, par exemple, on a beaucoup dit que quand dans les quartiers où il y avait beaucoup de ségrégation, donc où les écoles étaient très ségrégées, il y a eu des expérimentations où on a mis des bus et on a pris tous les enfants, on les a amenés dans un quartier plus favorable, on les a mélangés au sein d'une école plus favorisée, et force est de constater, comme par hasard, la réussite scolaire a été au rendez-vous. Alors oui, ça nécessite de faire bouger les gens, etc. Et pendant très longtemps, on a tout fait pour que les banlieues ne soient pas accessibles en transport en commun. Regardez le métro parisien. Le métro parisien, il est fait pour aller de Paris à Paris. Pour aller d'une banlieue difficile à Paris, ça a été très très long. Le tramway parisien, le tramway, qui était là justement pour relier les banlieues et pour faire sortir les gens des banlieues, ça a été, pendant longtemps, c'était quelque chose d'impossible. Dans l'urbanisme des grandes villes françaises, on a d'abord fait des transports pour aller au sein des villes, pour bouger à l'intérieur des villes, mais pour faire venir les pauvres au centre-ville, ça a toujours été beaucoup plus difficile, alors que c'est ce que nous aurions dû faire. Tu vois, encore une fois, tout ce que tu dis est quand même assez contre-intuitif lorsqu'on observe, sans faire d'études ou d'interviews et autres, lorsqu'on observe ça comme ça sommairement, et surtout lorsqu'on écoute toute cette guéguerre politicienne à la télé depuis des années, on a l'impression que c'est parfaitement l'inverse de tout ce que t'expliques. C'est quand même assez curieux. Alors attends, ça c'était juste une petite aparté comme ça. Maintenant, sur la 3e génération de cette migration maghrébine, les gens que tu as interviewés t'ont dit qu'ils se sentent impuissants face à la désintégration de leurs enfants dans l'enceinte scolaire qui, en revenant, disent qu'ils se sentent algériens, tandis qu'ils ils ne connaissent pas forcément le pays d'où venaient leurs grands-parents. Et là, tu dis, quelle force travaillent ces gamins pour qu'ils se sentent pas bien dans cette société et ne se sentent pas français? Et alors, justement, d'après toi, quelle est cette force? Alors, il y a plusieurs forces qui sont en mouvement autour de ça. D'abord, quand les parents sont arrivés dans les années 70-80, il était acquis pour eux que de leur vivant, ils ne réussiraient pas à s'élever socialement et qu'ils allaient devoir donc prendre le temps, c'est important, et qu'il leur faudrait au moins une génération pour que leurs enfants réussissent. Aujourd'hui, on est dans une ère où tout doit aller très vite. On nous promet des changements très rapides. Et être capable de prendre un peu le temps, de se dire, peut-être que je ne réussirai pas, peut-être que je dois faire autre chose, peut-être que je vais être un peu moins élevé que ce que sont mes parents, etc. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui, où la volonté de réussir très vite est partout. Par ailleurs, les réseaux sociaux, alors c'est terrible, mais aujourd'hui tous les gamins sont sur les réseaux sociaux,
sont une caisse de résonance pour ces discours dont je parlais, d'extrême droite et d'extrême gauche. Je mets extrême entre parenthèses parce que c'est de plus en plus à gauche et à droite maintenant, ça se rapproche du centre, hélas, ces discours qui disent de toute façon, vous ne pourrez jamais vous intégrer, la société française vous rejettera toujours, et de toute façon, la religion, votre origine, etc., vous empêche d'être intégré en fonction du côté dans lequel, du côté que nous pouvons entendre. Or, aujourd'hui, il suffit de liker 3 trucs sur Instagram pour n'avoir que ce genre de discours. Donc on a l'impression que c'est un discours qui est généralisé, que c'est une idée qui est acquise, alors que ce n'est pas le cas. Donc, 1, on est plus patient, et 2, les forces qui travaillaient en sous-main, donc on peut parler de l'islamisme par exemple, qui va dire il faut être orthopraxique, c'est-à-dire avoir une pratique de la religion musulmane qui soit la plus rigoureuse possible et qui t'éloigne en fait de la société d'accueil le plus possible. Et si tu fais ça, forcément, à un moment, si tu diffères trop, les codes, les valeurs et les attitudes de la société d'accueil, tu ne les respectes plus entre guillemets. Donc, on a une manœuvre de désintégration. L'autre chose, c'est que la communication de certains pays d'origine devient de plus en plus directe par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'une espèce de caisse de résonance qui permet aussi à certains nationaux de se dire, certains Français, de se dire, en fait, je me sens beaucoup plus algérien. Tu as cité cette nationalité parce que globalement, il se trouve que des ressentiments politiques entre la France et l'Algérie existent depuis longtemps, sauf que maintenant, ils peuvent être accentués par le biais de nouveaux moyens de communication et par le biais d'une communication qui peut être un peu agressive de la part d'influenceurs qui peuvent être liés au gouvernement d'origine, du pays d'origine des parents. Et qui fait que forcément, les gens se sentent un peu rejetés. De même, le fait que l'expression extrémiste, entre guillemets, soit de plus en plus accessible facilement, les propos entre guillemets racistes, ou alors qui mettent en exergue la religion musulmane, etc., sont de plus en plus importants. Et forcément, on a tendance à se sentir rejeté, ce qui n'est pas le cas techniquement. Comme je le dis, en ce moment même, mes étudiants sont de plus en plus divers, sont de plus en plus musulmans, si je pourrais dire ça comme ça, enfin en tout cas en apparence musulmans, ou alors ils se réclament de plus en plus musulmans, ça ne gêne absolument personne. Donc autrement dit, l'intégration fonctionne, les cadres et les managers sont de plus en plus issus de la diversité ou de la 2e, 3e génération de l'immigration, ça ne gêne pas grand monde. En revanche, ceux qui n'y arrivent pas, ceux qui justement n'arrivent pas à sortir de la situation sociale de leurs parents, parce que forcément, il y en a 30% qui y arrivent, il y en a 70% qui n'y arrivent pas, et pour cela, ils sont travaillés justement par des forces qui visent à les désintégrer, à les éloigner de la société française au maximum. Mais alors précisément, parce que ça aussi tu le disais par ailleurs dans tes interviews avant, tu disais la désintégration par les forces exogènes. Il n'y a pas que la réislamisation, il y a d'autres forces qui tirent. Ce sont comme ça des extraits de tes dires. Et alors, en t'écoutant, je me suis dit, est-ce que, d'après toi, la chose comme l'Observatoire national de la laïcité, d'ailleurs qui a existé entre 2013 et 2021, donc qui a été fermé par la Macronie, disons Observatoire national indépendant et pluraliste, à l'abri des ingérences politiques et idéologiques, avec un cadre juridique clair et un financement transparent, est-ce que ça serait la solution contre cette désintégration exogène ? Alors, la laïcité a longtemps été une solution, et je pense qu'elle l'est toujours. En revanche, tout dépend de à quoi on réduit la laïcité. L'Observatoire de la laïcité, je les connaissais bien, pour le coup avait une définition très juridique de la laïcité. Ça s'arrêtait à des lois très claires. Si ça, c'est dans la loi, ça respecte la laïcité. Si ça ne l'est pas, ça ne respecte pas la laïcité. Alors le regretté Laurent Bouvet, qui est un de mes maîtres à penser, qui est décédé dans des circonstances tragiques il y a quelques années, avait tendance, et ce n'est pas le seul puisque moi aussi, à considérer également que la laïcité est une notion philosophique. Et quand on parle de philosophie, on est beaucoup plus large sur la définition, on ne s'arrête pas à des lois, on ne s'arrête pas à quelque chose de normatif. À partir du moment où on considère que montrer de manière exagérée
sans qu'on mette de définition très précise, et c'est très normal de le faire, de ne pas le faire. Sa religion, son orthopraxie, sa pratique, etc., dans l'espace public, peut être quelque chose qui va faire qu'on va s'éloigner d'une démarche d'intégration. À partir du moment où on arrive à expliquer ça de manière claire, ça peut être utile. Or, l'Observatoire de la laïcité n'était pas du tout là-dessus. L'Observatoire de la laïcité longtemps a essayé de dire aux musulmans, parce que c'était surtout eux qui étaient concernés par l'application de la laïcité, etc., et par des discriminations, il faut être très clair, vous êtes discriminés parce que vous êtes musulmans. C'est sûrement vrai, il y a beaucoup de gens qui sont discriminés parce qu'ils sont musulmans. En revanche, si on met de la laïcité là-dedans, il y a aussi, il n'est peut-être pas très utile de revendiquer, de montrer, etc., votre identité religieuse de manière publique et prosélyte, même si c'est autorisé par la loi. Voilà. Et c'est davantage des recommandations plutôt que des obligations normatives qu'il faudrait donner. Quand on parle de valeurs, c'est pas des valeurs qui sont inscrites dans la loi, c'est des valeurs qui doivent être communes. Et on s'aperçoit que cette orthopraxie, dans les pays du Golfe notamment, elle tend à diminuer de plus en plus. Quand j'ai étudié l'intégration des femmes dans le monde du travail dans les pays du Golfe, en Arabie Saoudite notamment, on s'aperçoit que plus les femmes sont intégrées, moins elles adoptent un islam orthopraxique. Ça signifie pas qu'elles abandonnent l'islam, bien au contraire, elles se revendiquent musulmanes. En revanche, elles reviennent à une notion qui est quand même la notion de base de l'islam. L'islam est une relation directe entre l'homme, entre l'humain et Dieu. Autrement dit, beaucoup de personnes, hommes et femmes que j'ai interrogés, m'ont dit, attention, mon attitude, c'est une histoire entre Dieu et moi. En fait, on a plutôt tendance même à revenir à la base de ce qu'est l'islam théologiquement parlant. Sauf que, évidemment, tous ceux qui tiennent à réislamiser cette population ont plutôt tendance à leur dire « tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça ». Autrement dit, c'est un intermédiaire qui se met entre le divin et l'humain. Et là, on est en droit de s'interroger, justement, théologiquement, même si je ne suis pas théologien, sur le fait que ce genre d'injonction qu'on fait à certaines populations, est-ce que c'est vraiment conforme aux sources de l'islam? D'accord. Et concernant la laïcité aussi, est-ce que tu penses que cette notion de la laïcité en France, depuis maintenant plus d'un siècle, qui, philosophiquement parlant, encore une fois, est interprétable à souhait dans tous les sens. Il y a même certains protagonistes qui disent que la laïcité, finalement, c'est une forme de religion, nouvelle religion en France. Est-ce que tu penses que, grâce à cette laïcité, on arrivera un jour, dans 10 ans, 20 ans, 100 ans, je sais pas, à mettre d'accord tout le monde et que cette laïcité, finalement, elle fonctionne telle qu'elle a été imaginée en 1903? Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec le fait de limiter la notion de laïcité avec la façon dont on l'a conçue au début du XXe siècle, et même avant, parce que globalement il y a eu des débats bien avant. Tout simplement parce que la France n'est plus la même, le pays n'est plus le même. C'est-à-dire que ça, c'est un fait, oui. Voilà, on parle aujourd'hui d'une France qui est largement déchristianisée, si on devait parler comme ça, et où une nouvelle religion, une religion qui n'existait pas ou très peu au début du XXe siècle, fait parler d'elle, est importante, etc. Autrement dit, appliquer exactement les mêmes critères, ceux qui étaient au début du XXe siècle, qu'on a imposés aux catholiques, aux protestants, aux juifs, aux musulmans, peut être un petit peu différent, d'autant plus que, une nouvelle fois, l'expression sur la voie publique de sa religiosité n'est pas du tout la même sur les religions qui préexistaient et sur celle qui est aujourd'hui dont on parle le plus. Autrement dit, moi je fais partie des gens qui sont plutôt pour travailler, actualiser régulièrement la notion de laïcité, en faisant très attention à ce qu'elle ne soit pas concentrée, ou alors que les gens en tout cas ne la vivent pas comme une attaque à une religion en particulier, l'islam pour ne pas la citer, parce que ça donne de l'eau au moulin directement, des islamistes, et de ceux qui, à l'extrême gauche, disent « Regardez, la France est raciste, de toute façon vous ne pourrez jamais vous intégrer ». C'est là que c'est compliqué, et c'est là qu'il faut revenir à la notion d'intégration sociologique, justement, les codes, les attitudes et les valeurs de la société majoritaire.
Et encore faut-il désormais savoir les définir. C'est un énorme manque de notre société parce qu'on sait que l'intégration, c'est ça. C'est acquérir les codes, les valeurs et les attitudes de la société majoritaire. Mais il n'y a plus de consensus, et je ne sais pas s'il y en a déjà eu, savoir qu'est-ce que c'est en fait qu'être français. Et c'est ça la plus grande difficulté, c'est que quelqu'un qui arrive aujourd'hui d'un pays étranger, on lui dit, si tu veux être français, il faut faire ça, ça et ça. On n'est pas capable de dire ce que c'est ça, ça et ça. On n'est pas capable d'être clair là-dessus. C'est le vin et le fromage. C'est le vin et le fromage. Bah justement, c'est ce que j'expliquais à mes étudiants saoudiens qui me disaient, oui, mais regardez, vous pouvez pas forcer un musulman à boire du vin. Je fais, bah, évidemment que non. Évidemment que non. En revanche, un Français de confession musulmane qui passe dans une région viticole, il doit être capable de dire, bah tiens, ça c'est une tradition française, c'est le vin, j'en bois pas parce que je suis musulman, je ne bois pas d'alcool, mais pour autant, je ne vais pas lutter contre les vignes qui sont sur ces coteaux et je ne vais pas militer pour qu'on les déracine. Voilà, c'est ça le fait de sentir qu'il y a des codes et des valeurs d'eux-mêmes. On va pas brûler les églises parce qu'elles existent depuis très longtemps. Et voilà, ce sont des symboles culturels, maintenant de plus en plus de la France. C'est une marque de l'histoire de France. Et être intégré, c'est accepter qu'elles existent. Accepter qu'elles existent et accepter qu'elles font partie, quelque part, d'une identité qui est millénaire du pays dans lequel on se trouve. Ok. Maintenant, culture et religion chez les musulmans. Je te cite. En termes de niveau de diplôme, il y a un quasi-rattrapage en une seule génération pour les descendants d'immigrés marocains et tunisiens par rapport à la moyenne de la population. Et ça advient malgré les discriminations au détriment des Nord-Africains en France, mais également au détriment des filles à l'intérieur de la communauté nord-africaine. Or, ce n'est pas à cause de l'islam, mais de la culture du monde arabe et de sa forte composante patriarcale, dis-tu. Et dans la culture musulmane, le patriarcat naturel ne se fait que renforcer par l'islam. Ce à quoi Malika Sorel te rétorque. Pour la plupart des musulmans, la culture et la religion, c'est la même chose. I'm listening to you. Ah là là, ce fameux débat avec Malika Sorel. Bah, c'était avant qu'elle devienne députée européenne du Rassemblement National, hein, je savais pas. Je pouvais pas passer à côté. Voilà, mais tu as parfaitement raison. Et là, c'est quelque chose qui m'oppose beaucoup avec pas mal de commentateurs politiques, dont Malika Sorel. Hein. J'ai beaucoup de respect pour elle. Hein. On avait beaucoup discuté sur ce sujet-là. C'est ce que j'ai pu mesurer dans le Golfe arabo-persique d'abord. En Arabie Saoudite, quand on interroge les femmes qui réussissent, je les avais interrogées beaucoup sur la religion, sur des aspects assez conservateurs de la religion, notamment la polygamie, le voile intégral, etc. Et c'est là qu'elle me répondait, attention, si on revient à l'islam tel qu'il est écrit, etc., tout cela est très encadré, et globalement, c'est moi qui le décide. Autrement dit, la polygamie, si j'ai pas envie de la polygamie, je le fais savoir à mon mari, et il n'a plus rien à faire. Et donc, l'islam est une chose, mais là, on est davantage sur une question culturelle. Et c'est nos cultures bédouines, nos cultures tribales, qui ont renforcé le fait que la polygamie était importante. Elle est autorisée dans l'islam, mais ça s'appuie sur quelque chose qui existait déjà beaucoup. Et la société patriarcale en a beaucoup profité. Et ça, c'est les femmes saoudiennes qui me le disent, qui sont musulmanes, pieuses, sans aucun problème, attention. Hein. De même, quand elles me parlent de voile intégral, etc., elles me disent non, ça aussi, c'est des choses qui sont tribales, qui viennent d'une culture bédouine, d'une culture arabe du Golfe. Et elles-mêmes font la distinction entre la religion d'un côté, qui est d'abord une question spirituelle, et qui est importante, et qui est née dans cette région en plus, qui a été révélée dans cette région, si on suit leur raisonnement, si on suit le raisonnement du croyant, et la culture préexistante et la culture bédouine, voilà. Et quand on fait la transposition avec l'Afrique du Nord, je le redis une nouvelle fois, la première génération de l'immigration nord-africaine ne vient pas des grandes villes, elle vient pas de Casablanca, elle vient pas de Alger, elle vient pas de Tunis, elle vient des zones rurales du pourtour méditerranéen. Et quand on regarde la façon dont ça se passe au bled, le village, globalement, dans les années 60-70, est-ce qu'il y a une vraie différence entre un village de petite Kabylie et un village de Sicile ou de Corse à la même époque? Dans les deux cas, il y a un vrai contrôle des filles, entre guillemets, il y a un vrai conservatisme, il y a une vraie attachement à des traditions rurales,
et la religion n'est absolument pas la même. Pour autant, le déterminisme et la façon de se comporter sera davantage lié à la culture que j'appelle méditerranéenne rurale, qu'à l'application de préceptes religieux. Évidemment, on va interpréter ensuite les préceptes religieux qui sont les plus conformes à cette culture préexistante, évidemment. En revanche, il existe de nombreux pays musulmans où les préceptes religieux en question ne sont absolument pas usités. Je parle de la polygamie, tenez. La polygamie, dans beaucoup de pays musulmans, est complètement rejetée et n'est pas du tout appliquée. Ce ne sont pas pour autant de mauvais musulmans, il n'y a pas de mauvais ou de bons musulmans. C'est simplement que la culture préexistante est beaucoup plus... voilà. Quand on va en Afrique subsaharienne, par exemple, au Sénégal, au Sénégal, où la polygamie est quelque chose d'assez répandu. Les Sénégalais sont en grande majorité musulmans. J'étais il y a peu de temps au Sénégal, force est de constater que leur pratique religieuse est très éloignée de celle d'habitants de Riyad ou de celle d'habitants de Jeddah en Arabie Saoudite. Autrement dit, de la même façon, on a pris des préceptes religieux qui s'appliquaient, qui collaient mieux à la culture locale. J'imagine qu'avant l'arrivée de l'islam au Sénégal, la polygamie était également répandue et que ça tombe bien puisque notre religion nous le permet, donc on va le faire. Il faut vraiment faire attention à ça. Souvent, les aspects religieux sont repris, les aspects religieux qui arrangent tout le monde sont repris culturellement parce que ça permet de reproduire un schéma traditionnel et culturel. C'est pour ça qu'avec Malika Sorel, on n'a pas pu continuer là-dessus et je pense que ça aurait été très compliqué. Malika Sorel a un ressentiment vis-à-vis de l'islam et c'est très compliqué pour elle de se dire en fait c'est peut-être ma culture, ma propre culture d'origine qui est en cause. Il faut être capable aussi de se dire peut-être qu'en fait de s'en distancier. C'est voilà, alors que dire c'est la religion dont je me suis éloigné. Puisqu'elle s'est éloignée de la religion de ses parents, c'est la religion dont je me suis éloigné qui est la responsable, et c'est pour ça que moi, Malika Sorel, je me sens très bien. Voilà, là on a quelques différences. Je ne pouvais pas le dire parce que, et c'est tout le problème, moi j'étais dans ma posture de chercheur, de sociologue, et elle était dans sa posture de candidate Rassemblement National aux élections européennes. C'est pour ça que ce débat, si vous avez l'occasion de le voir, est un peu très intéressant au passage, est un peu déséquilibré, oui. Parce que il y en a une qui vient avec des idées, et moi je viens avec des concepts et une vraie recherche. C'est toujours très compliqué. Mais donc, en une phrase, finalement, la culture et la religion chez les musulmans, c'est la même chose ou pas? Non, c'est pas du tout la même chose. Et ça se voit d'ailleurs assez bien, puisque on a une diversité de pays où l'islam est présent et une diversité d'approches culturelles. De même, aujourd'hui, un habitant de Riyad en Arabie Saoudite, qui serait cadre et bien intégré, ou une habitante, n'aura absolument pas les mêmes attitudes qu'un habitant de Aloula ou d'un village ou d'une ville moyenne perdue au milieu du désert en Arabie Saoudite dans le même pays. C'est le moins qu'on puisse dire. Ceux qui visitent par exemple Aloula, qui est un site archéologique extraordinaire en Arabie Saoudite, mais assez reculé, sont très surpris par le fait que quasiment toutes les femmes qu'ils croisent ont un niqab, ont un voile intégral. Quand on va à Riyad, dans le même pays, en Arabie Saoudite, où ils appliquent la même religion, ils sont soumis aux mêmes lois, quand on va à Riyad, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de femmes qui même ne portent pas le hijab, de femmes arabes qui ne portent pas le hijab. Autrement dit, on a une énorme différence au sein d'un même pays, qui est pourtant le berceau de l'islam. On a des énormes différences, et donc ces différences sont culturelles, elles ne sont pas religieuses, puisque la religion est la même, que l'autorité religieuse est la même. Voilà, c'est des choses assez faciles à comprendre. Bien, merci. Alors, maintenant, deux questions. Une sur les femmes musulmanes, l'autre sur les hommes musulmans. Je te cite toujours, comme d'habitude, on change pas la configuration. Contrairement, tout va bien côté technique? Parfait. Contrairement à ce que l'on entend souvent, les femmes sont moins discriminées et elles rencontrent aussi moins de difficultés que les hommes. Tu dis. La fille nord-africaine et arabe, en général, acquiert au cours de son enfance quelque chose dont les garçons n'ont pas besoin. Elle apprend vite à négocier avec le père qui, au sein de la famille patriarcale, est celui qui octroie les dérogations. Pour faire les études, sortir de chez elle, aller à la bibliothèque, habiter plus loin, les filles ont besoin de l'accord du père et qu'il déroge à la règle. Les garçons n'ont jamais besoin de négocier parce qu'ils ont le droit de tout faire, y compris dans la structure familiale élargie dans le quartier. Alors, ma question ici, elle sera un petit peu multiple.
Premièrement, là, quand j'ai lu ça, honnêtement, j'avais la mâchoire qui est tombée par terre parce que ce que je veux dire, c'est que, alors, les filles maghrébines, elle est où la caméra? Les filles maghrébines, je vous adore, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème avec ça. Je cherche à vexer ni blesser personne, mais les employeurs français, ils sont au courant que les filles maghrébines sont des négociatrices en puissance. Parce que personnellement, en 26 ans que je suis sur le territoire, j'ai quand même eu le temps de fréquenter toutes ces populations naturellement comme tout le monde. Je n'ai jamais constaté ce que toi, tu constates dans ce court paragraphe. À toi. Alors là, on est une nouvelle fois sur la notion d'intégration et de négociation face à un obstacle. La meilleure négociation, c'est quand on ne s'aperçoit pas qu'il y a eu une négociation, justement. Non, mais c'est typiquement mais ça, c'est le talent de toutes les femmes, pas que des maghrébines. Exactement. Non, pour être plus précis, et là, on va revenir vraiment à Bourdieu, hein, dans la domination masculine, puisque un des premières études de Bourdieu portaient sur la Kabylie, parce qu'il avait fait son service militaire en Algérie, comme beaucoup de voilà, et il avait étudié les sociétés kabyles, et il s'était aperçu que ce patriarcat était extrêmement fort, et il avait vraiment vu, alors la femme au foyer était celle qui était la gardienne des traditions, surtout il ne faut pas trop bouger, et le père était la personne qui donne les dérogations, c'est le patriarche, alors là, il doit veiller sur sa famille, garder sa famille, mais c'est la seule personne qui peut octroyer des dérogations. Et chez les femmes saoudiennes, comme chez les femmes d'Afrique du Nord, c'est un point commun qu'il y a eu sur la démarche d'intégration. Elles s'aperçoivent que leurs frères, par exemple, ont beaucoup plus de possibilités de faire plein de choses, etc., n'ont pas à négocier grand-chose au sein de la famille. Tandis qu'elles, pour le moindre espace de liberté, elles doivent trouver la personne avec qui négocier, avec qui rentrer en transaction, entre guillemets, pour pouvoir avoir le droit de faire quelque chose, aller dans un club de sport, aller à l'école, aller au lycée, etc., pouvoir sortir un tout petit peu, pas beaucoup, attention, hein, mais elles sont effectivement constamment surveillées, et il y a une habitude qui se fait d'essayer de contourner ce genre de règles. Et chez les hommes, c'est beaucoup moins le cas. Quand on arrive aux premiers obstacles de la société, parce que la société, de manière naturelle, et ça c'est Christophe Hayat du Monde qui me l'avait rappelé, à raison d'ailleurs, l'image de l'homme arabe est plus négative de manière spontanée que l'image de la femme arabe. C'est très bête, hein, mais voilà, c'est anthropologique en fait. C'est tout à fait anthropologique. Donc, par définition, c'est bête, hein, l'homme arabe aura plus de barrières au sein de la société que la femme arabe. Déjà, à la base, il y a ça. Mais ça veut pas dire que la femme arabe n'aura pas de difficulté, la femme de type arabe, c'est ce que je veux dire, c'est pas du tout, attention, hein, je généralise rien, mais voilà, qui sera perçue comme une femme arabe, voilà. Donc nord-africaine en France. Elle aura des discriminations aussi, hein. Et d'ailleurs, ça commence au collège. Est-ce que tu vas pas plutôt aller dans une filière technique parce que bon, tu comprends, etc. Non, je veux ça. Et là, c'est la manière dont elles vont pouvoir s'accrocher, dont elles vont pouvoir convaincre la personne qui leur met un obstacle de leur entrouvrir la porte, et elles iront directement. C'est la façon dont elles vont essayer de convaincre un employeur pour un stage, etc., que oui, il faut qu'elles y aillent. Là où les hommes auront tendance à ne pas négocier tout de suite, ou justement à se retrouver dans des situations de conflit. C'est-à-dire, on me dit non, la société me dit non, alors qu'on ne m'a jamais vraiment dit non au sein de ma famille, au sein de mon quartier, etc., les choses sont nettement plus compliquées, et c'est ce qui peut donner lieu à des réactions de rejet, d'isolement, et de violence, et de repli sur soi. À partir du moment où on a eu plusieurs non, c'est très compliqué. Les hommes ont tendance à contourner l'obstacle, c'est-à-dire que, typiquement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus d'hommes d'origine nord-africaine dans les services commerciaux des entreprises, services des ventes, etc., plutôt que dans le service marketing, RH, etc., ou dans le... Voilà. Tout simplement parce que ce sont des postes pour lesquels, en termes de stéréotypes, ils ont plutôt tendance à être recrutés plus facilement et qui sont moins demandés à la sortie des écoles de commerce. Faut pas l'oublier aussi. Et donc, en fait, ils ont des carrières qui vont plus vite parce que souvent, quand on démarre dans le commercial, dans le sales, pour parler notre langue, pour parler la langue des écoles de commerce, le sales, on a une évolution de carrière beaucoup plus rapide. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. Donc, ce qui fait que au début, ils veulent aller en marketing, ils veulent aller en management, etc. Puis on leur ferme des portes. Non. À force d'avoir non, ils finissent par accepter une petite offre dans les ventes, et ça démarre très vite parce que ils ont une très bonne formation puisqu'ils viennent de grandes écoles. Ça marche vite et ils ont du succès et ça fonctionne. Les femmes vont plutôt insister sur des postes qui sont plus difficiles à obtenir en début de carrière et finir par les avoir. Et une fois qu'elles les ont, elles vont avoir une évolution de carrière, mais moins parfois fulgurante. Et donc voilà,
tout part de la première expérience, du premier stage. Et c'est là qu'on se retrouve avec des vraies difficultés et où les femmes ont plus l'habitude, tout simplement, de gérer l'opposition, de gérer le non. Je te dis non, ce n'est pas possible. Ah, mais il y a peut-être moyen d'eux, il y a peut-être, etc., etc. En jouant avec des attributs féminins aussi, hein, attention, en jouant aussi avec l'image qu'elles renvoient, l'image qu'elles sont censées renvoyer, et ça fonctionne très bien. Là où les hommes ont peut-être plus de difficultés là-dessus, et justement, ont tendance à, si l'obstacle ne fonctionne pas, je vais taper sur l'obstacle, ça va pas marcher, et donc je vais changer ma voie et je vais faire autre chose. Ce sont des choses que l'on observe aussi dans la répartition des postes au sein de l'entreprise. Mais attends, quand tu dis par exemple que au sein des familles maghrébines, enfin musulmanes, on va dire plus généralement, on dit jamais non aux hommes. Là, pareil, j'ai du mal à entendre ça, parce que de mon expérience, alors j'ai jamais vécu dans ces familles-là, mais en tout cas j'ai eu beaucoup d'amis musulmans, bien sûr, ici en France et compagnie, et je sais que finalement l'éducation de ces gosses-là, je parle des mecs naturellement, et elle était quand même assez stricte. Ils n'obtenaient pas assez souvent, à l'âge de 15 ans, 20 ans, 25 ans, ce qu'ils voulaient. Alors peut-être qu'effectivement, les mecs, je parle globalement, pas que les musulmans, globalement, les hommes sont moins souples surtout à cet âge-là par rapport aux filles, c'est-à-dire qu'on va moins négocier, on va être moins, comment dire, je trouve pas le mot, on va être moins souple, quoi, moins diplomate avec nos parents. Mais dans les familles musulmanes, j'ai l'impression, encore une fois de mon expérience, c'était vraiment oui ou non, c'était assez binaire. Donc quand tu dis que on dit jamais non aux garçons musulmans dans les familles, parce que dans la structure patriarcale, dans la structure familiale musulmane, culturellement c'est comme ça, c'est totalement pas en adéquation avec ce que je sais, quoi. Alors, j'avais pas d'idée préconçue sur le sujet, hein, mais la famille nord-africaine ou la famille saoudienne du Golfe, etc., reste quand même un endroit patriarcal, et le patriarche, par définition, contrôle les femmes et les filles de son foyer. Là où les garçons, et il suffit de le regarder, hein, les inscriptions dans les clubs de sport, les inscriptions dans les activités extrascolaires, etc., sont davantage le fait des garçons, d'origine nord-africaine, de la deuxième, troisième génération que des filles. On a beaucoup moins de filles, on avait en tout cas beaucoup moins de filles de descendance nord-africaine dans des clubs de sport ou dans la rue, etc., que de garçons. C'est un fait, et pour le coup, c'est un fait qui est lié directement au patriarcat et au conservatisme inhérent au milieu d'origine. Ça arrive dans d'autres sociétés, bien entendu, mais là, pour le coup, étant donné qu'on a énormément de personnes qui viennent du monde rural méditerranéen, voilà, il y a une surreprésentation, ce qui est parfaitement logique quand on connaît l'origine des primo-arrivants. Forcément, on a tendance à reproduire un fonctionnement tribal, traditionnel, conservateur, et où les hommes ont plus de droits. En revanche, ça ne signifie pas que les hommes ne souffrent pas. Les hommes, ce qu'ils m'ont raconté, et c'est horrible d'ailleurs, c'est compliqué, hein, c'est une forme de violence entre guillemets, c'est ça. qui est compris une violence physique, c'est-à-dire que quand ils ont des mauvaises notes, quand ça se passe mal, etc., absolument. Le père peut être extrêmement dur. En revanche, quand il faut, leurs libertés de base sont plus importantes. C'est-à-dire qu'on va moins les surveiller. Mais en effet, les témoignages de violence, qu'on pourrait appeler de violence, mais de réprimande très dure des pères vis-à-vis de leurs fils, et quasiment l'exclusivité des hommes que j'ai pu interroger. Les femmes ne me parlent pas de ça, elles me parlent davantage d'un rapport de séduction, mais c'est un petit peu ça, de négociation, de transaction avec le père pour obtenir des choses qui sont octroyées de manière quasiment automatique aux garçons. Ça ne signifie pas, parce qu'on met énormément d'espoir sur le garçon, donc on le pousse très fort, on pousse aussi la fille, mais un peu moins, donc les filles doivent davantage agir par elles-mêmes. Et quand elles se retrouvent dans la société à devoir se prendre des portes fermées, elles ont davantage tendance à savoir comment on les ouvre parce qu'elles ont dû le faire durant leur enfance et que, contrairement à leurs frères, souvent elles ont eu des relations moins conflictuelles mais plus transactionnelles avec l'autorité qui était le père. Bien, maintenant ma question initiale sur les hommes musulmans. Parmi les hommes interrogés, ceux qui ont vécu dans les quartiers ont presque tous eu affaire aux forces de l'ordre. Cependant, même les quelques hommes ayant été brièvement arrêtés, voire violentés par les forces de l'ordre pendant leur jeunesse, n'en font pas un élément décisif de leur parcours, dis-tu.
Au contraire, des jeunes interrogés dans les médias et ou par d'autres sociologues, ceux que j'ai interviewés, ont réussi socialement et ont tendance à mobiliser la notion de responsabilité individuelle en indiquant que ceux qui ont souvent affaire à la police sont responsables de ce qui leur arrive. Arnaud, comment expliquer ça à toute la caste de la bien-pensance en France qui considère l'exact contraire de ce que je viens de citer, de tes paroles? Et puis tu te souviens aussi de cet épisode auquel on a assisté il y a 1 an et demi ou 2 ans, le petit ange est mort. On est quand même aux antipodes de ce que tu avances là dans ton bouquin. Alors, je l'avance, c'était pas prévu que je l'avance. En fait, j'avais prévu d'interroger là-dessus, et donc je l'ai fait systématiquement. Il y a une question qui revient, je n'ai plus en tête, mais c'est avez-vous eu des relations avec les forces de police, ou avez-vous subi des discriminations, etc. Et ça, je l'ai demandé aux hommes comme aux femmes. C'est évidemment les hommes qui m'ont un peu plus répondu, qui ont plus de détails sur le sujet, et systématiquement, alors des hommes comme les femmes, je n'ai pas de contre-exemple, c'est pas la police nous discrimine, la police nous tape dessus, alors c'est sous-entendu souvent, mais écoute, si t'as des problèmes avec la police, c'est que des fois tu l'as un peu cherché, et ce que beaucoup me disent, attention, là je parle à des gens qui sont en situation de management. Enfin voilà, c'est des gens qui ont réussi à qui je parle, hein, qui ont une trentaine d'années, un peu plus, et qui sont cadres, qui gagnent de l'argent, qui ont une famille, qui sont propriétaires, etc., qui se souviennent de ce qu'ils ont vécu. Et qui me disent, franchement, voilà, les petits cons, entre guillemets, ou les sauvageons, pour reprendre Jean-Pierre Chevènement, qui se font souvent réprimander par la police, etc., ils l'ont un peu cherché, et ils jettent sur nous, sur moi qui ai réussi, une très mauvaise image. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on entend des politiques qui justifient des rodéos, qui justifient des vols de voitures, qui justifient ce genre de choses, du petit trafic de drogue, etc., que pensez-vous que les gens qui ont réussi, qui se sont battus contre ça, qui se sont extraits de cette situation, qui aujourd'hui le vivent plutôt bien, que pensez-vous qu'ils en déduisent? Ça ne doit pas être super simple. Je me souviendrai très longtemps, et je vais même citer son nom parce que je l'aime beaucoup. J'ai travaillé dans une école de commerce plutôt de milieu de gamme, c'est là que j'ai commencé, ça s'appelait l'Hydrac. Je peux en parler parce que c'est pas un concurrent frontal de Schema, disons-le. Et à l'époque, son directeur s'appelait Ali Anas. Et je voulais déjà, je voulais l'interroger justement, je lui ai dit, écoute Ali, toi tu es de la première génération, c'était un Marocain, il devait être français, mais vraiment il avait été naturalisé. Et je lui avais dit, écoute, tu es mon N+2, j'aurais bien aimé te parler, et voilà, que tu serves un peu d'exemple, machin. Il m'avait dit, non mais c'est bon. Non, moi je n'ai pas à servir d'exemple. Je suis intégré, j'y suis arrivé moi-même, je n'ai pas envie d'être stigmatisé là-dessus. Je me suis suffisamment battu pour que tu me considères comme ton supérieur hiérarchique et rien d'autre. Et donc, je n'ai pas du tout envie d'être mis en avant là-dessus. Si je veux bien expliquer mon parcours, je veux bien expliquer le travail que j'ai eu à faire, je veux bien expliquer les études que j'ai faites pour y arriver, mais à aucun moment je ne veux servir d'alibi ou d'exemple, etc. Parce que je voudrais que les gens se souviennent que la responsabilité individuelle, c'est important et qu'il ne faut pas nous réduire à une masse informe, les immigrés ou les descendants d'immigrés. Je n'ai pas réussi parce que je suis un descendant d'immigrés, et c'est ce qu'il m'avait dit, hein, c'est une excuse qui est inacceptable. Je n'ai pas réussi aussi parce que quelque part, il y a eu des attitudes qui n'ont pas été bonnes. Bien entendu, il y a des discriminations. Ouais. Bien entendu. On a souvent tendance d'ailleurs à dire, je crois que c'est quelqu'un qui s'appelle, qui a un nom d'origine nord-africaine, a 30% de moins de chances d'avoir son CV, voilà. Mais c'est 30%. C'est pas 0% de chance. Enfin, c'est pas 100% de chance en moins d'avoir son CV retenu. Autrement dit, qu'ont dû faire les gens que j'ai interrogés qui ont été victimes de ce mur des 30%? Eh ben, ils ont envoyé 30% de CV en plus, ils ont fini par trouver quelque chose. Voilà, c'est en fait, à un moment, on peut aussi s'apitoyer là-dessus, dire, je vais tout abandonner parce que il y a des discriminations qui sont quasiment, c'est horrible à dire, anthropologiques au départ. La société majoritaire, quelle qu'elle soit, a toujours du mal à accepter de nouveaux entrants. Tout comme un club de football aura du mal à accepter quelqu'un qui débute, qui n'y connaît pas très bien, qui ne joue pas très bien. C'est le même principe. Au début, effectivement, la société majoritaire qui a ses habitudes, etc., a du mal à voir un nouveau qui ne lui ressemble pas tout à fait taper à la porte et essayer d'acquérir parfois maladroitement les codes. Donc forcément, cette discrimination, elle existe. Elle est quasiment inhérente aux sociétés, mais elle baisse. Quand vous regardez les chiffres des discriminations, ils ont tendance à baisser largement. Le sentiment raciste exprimé au sein des enquêtes quantitatives en France depuis 40 ans est en très nette baisse. Il faut aussi le voir, il faut aussi s'en féliciter de tout ça.
Et on ne le fait pas suffisamment à cause justement de cette caisse de résonance que sont certains médias, les réseaux sociaux, les algorithmes qui nous bourrent le crâne de ce genre d'idées, alors que ce n'est absolument pas le cas. Je pense que les amphithéâtres que j'ai aujourd'hui, qui sont pleins de diversité, etc., il y a une trentaine d'années, quand j'ai commencé, j'ai pas commencé il y a une trentaine d'années, mais il y a une trentaine d'années, quand mes ancêtres enseignants, ils auraient eu ça du jour au lendemain, peut-être que ça se serait nettement moins bien passé. Parce que justement, les membres de la société majoritaire auraient eu du mal avec cette diversité. Aujourd'hui, cette diversité est nettement plus acceptée. Et il ne faut surtout pas l'oublier, et surtout pas imaginer que le petit ange, on va parler de ce pauvre Naël, parce que bon, voilà, il est mort, que ce pauvre Naël, et que les attitudes qui l'ont conduit à se retrouver face à un policier qui lui a tiré dessus, les attitudes qu'il a eues sont des attitudes partagées par toute personne d'origine nord-africaine que l'on croise dans la rue ou dans le cadre professionnel. Bien au contraire. Bien au contraire. C'est un drame qu'il soit mort, on va laisser la justice en parler, c'est un drame qu'un policier lui ait tiré dessus, très clairement. En revanche, l'attitude qui a justifié le fait de se retrouver face à un policier armé n'est absolument pas acceptée par les intégrés que j'ai interrogés. Ils ne le toléreraient pas pour leurs propres enfants, ni pour les gens qui sont autour d'eux. Donc il faut aussi à un moment remettre au centre de l'équation la notion de responsabilité individuelle. Et ce sont les gens que j'ai interrogés qui sont les premiers à me le dire. À me dire, à un moment, il faut aussi qu'on soit capable de dire, c'est un peu ma faute. C'est pas complètement de ma faute, évidemment, mais c'est un peu ma faute. Mais donc, pour le dire autrement, tous les dealers de shit, les casseurs de vitrines, les crameurs de bagnoles, etc., tous ces mecs-là, ce sont tout simplement des branleurs qui ne cherchent pas vraiment à s'intégrer, qui ne fournissent pas d'efforts. Et ce sont finalement les gens dont la population locale française dit que c'est les pauvres laissés pour compte par la société française, dont la société française ne veut pas s'occuper, etc. C'est compliqué ça parce que on vit une accélération de l'histoire et donc forcément déjà alors il y a un énorme focus qui est mis sur ces gens-là, sur la délinquance, sur les petits délinquants, etc. qui pourrissent des quartiers entiers, qui contrôlent des quartiers entiers. On oublie aussi qu'ils sont minoritaires, mais c'est aussi une agitation qui est auto-entretenue, disons-le aussi, par ces deux courants très à droite et très à gauche, et là pour le coup, surtout très à gauche, qui ont tendance à excuser ce genre d'attitude en disant mais c'est la sociologie, c'est normal, regardez, ils sont rejetés. C'est ça. Et dès que vous allumez, dès que ces gens-là vont quelque part, on dit mais c'est normal que vous fassiez ça, vous êtes rejetés. Vous êtes quelque part, c'est une réaction politique que vous avez, donc il n'y a pas de problème. Et c'est une petite musique qu'on entend. Alors évidemment, je me doute bien que intellectuellement, la plupart de ces gens-là n'entendent pas ce discours exactement comme celui-ci, de la manière dont je le formule. Mais quelque part, ce sont des choses qui sont quasiment légitimées. À partir du moment où ces attitudes sont légitimées, à partir du moment aussi où la société les légitime, on dit que la société est discriminante. Or, ces gens-là sont souvent impunis ou très peu sanctionnés. Combien de personnes vont réellement en prison ou sont réellement punies après ce genre d'incident? Très peu en fait, mine de rien. Aujourd'hui, quelqu'un qui deal une drogue douce, il ne lui arrivera pas grand-chose s'il est un petit dealer. Or, à partir du moment où la notion de sanction n'est plus au rendez-vous, la notion de responsabilité individuelle. Et ça, c'est le laxisme français, ça. Et là, on est sur une forme, de laxisme et en même temps d'achat d'une certaine paix sociale, parce que on obéit aussi à cette explication sociologique. Explication sociologique qui dit que s'ils sont violents, s'ils ont des problèmes, s'ils ont recours à tout ça, c'est à cause de la société qui les rejette. C'est peut-être à cause de ça. La société rejette en partie, mais elle ne le rejette pas complètement, et c'est justement cette notion d'effort, cette notion de y aller un peu plus, cette notion de il faut un petit peu négocier, il faut essayer de forcer la porte, de contourner l'obstacle, de changer de voie, etc., qui est de moins en moins accepté, également parce qu'on est dans une accélération du rythme, qui veut que il faut qu'on réussisse tout de suite, il faut qu'on ait de l'argent très vite. Et ça, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, les parents n'étaient pas du tout dans cette optique-là. Ça marche. Bon, on est toujours bon côté technique? Magnifique. Alors, pour tirer les rideaux,
Je vais lancer une antithèse frontale et totale à tes conclusions, à ton livre. Il y a 30 ans, 1993, je pense que tu as déjà deviné de quoi je vais te parler, Hassan II, le roi du Maroc, je vois le petit sourire, a dit avec une certitude certaine à Anne Sinclair, en parlant des Marocains, « J'aimerais qu'ils ne soient jamais objet d'une tentative d'intégration, car ils ne seront jamais intégrés. C'est possible entre Européens. La trame est la même. Les mouvements européens dans l'histoire étaient Est-Ouest, religieux, humains et autres. Mais là, c'est un autre continent, et vous n'en avez que faire. Ce seront de mauvais Français. Je vous décourage en ce qui concerne les miens, les Marocains donc, d'essayer un détournement de la nationalité, car ils ne seront jamais 100% français. Je peux vous l'assurer. » Fin de la citation. Alors attends. Naturellement, il parlait de facto de la première vague d'émigration, puisqu'il a parlé il y a 30 ans, donc il parlait forcément de ce qui se passait il y a 60 ans. Mais finalement, tes interviewés semblent échapper totalement à cette logique. C'est-à-dire la deuxième génération en échappe. Et puis finalement, la France est allée chercher les populations rurales, tu disais, notamment vivant dans les montagnes et non pas la classe moyenne des capitales. Mais ce qu'on récolte, entre guillemets, aujourd'hui, c'est-à-dire les enfants de cette population rurale qui s'intègrent de plus en plus ceux que nous, on récolte aujourd'hui dans les écoles comme Schema, qui vient du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie, bah, c'est tout sauf la population rurale. Et j'ai du mal à dire que les gens qu'on a en face de nous ici dans nos amphis, qu'ils s'intègrent mal, qu'ils comprennent mal de quoi on parle, qu'on ne parle pas la même langue, etc., etc. Donc, finalement, ce qu'il a dit il y a 30 ans, lui, cette vidéo est très connue. Il est reprise aujourd'hui par toute la caste de la droite, etc. Je te laisse développer. Alors, Hassan II, paix à son âme, qui est un très grand roi du Maroc, naturellement, sans aucun problème. Naturellement. En 1993, il était déjà un peu âgé. Hein. Je me souviens de cette vidéo parce qu'on me l'a évidemment sorti des dizaines de fois. Voilà, c'est 32 ans quand même tout ça. Ça fait 32 ans qu'il a, décrivant la société française, annoncé ça. Et il avait parfaitement raison au moment où il l'a annoncé. Oui. Il avait raison sur le fait que les ressortissants marocains de 1993, autrement dit, c'est ceux qui étaient arrivés 10-20 ans avant, auraient des difficultés à s'intégrer, auraient des difficultés, etc. Ce qu'ils n'avaient peut-être pas anticipé, c'est que leurs enfants, en revanche, allaient être extrêmement poussés par ces gens, par les primo-arrivants. Les primo-arrivants ont clairement dit, enfin, d'ailleurs, quand on leur pose la question, j'en ai pas interrogé beaucoup, mais ce qu'ils me disent, c'est, ouais, avec, ils sont toujours un petit accent, ils ont toujours un peu de mal à s'exprimer complètement. On n'était pas prêt pour ça. Et en fait, quand je dis rien n'a été fait pour qu'ils s'intègrent. Globalement, on avait créé des foyers pour jeunes travailleurs célibataires qui étaient globalement à côté des usines où ils travaillaient, et donc globalement ils faisaient des de l'argent. sortes de ghetto finalement. Voilà, mais c'était fait pour, et c'était pas si négatif, puisque à la base, ils ne devaient pas rester. Oui. Ces gens-là, c'était Oui. voilà, c'était exactement quand on regarde des Africains ou des Pakistanais, etc. aux Émirats Arabes Unis, ils sont dans des logements qui sont très petits, pas faits pour ça, etc. Mais à la limite, eux, ce qu'ils veulent, c'est envoyer de l'argent à leur famille restée au pays pour qu'ensuite ils retournent et se construisent une belle maison et y prendre leur retraite. Après tout, quand l'objectif était celui-là, il n'y a pas eu de souci. La jurisprudence européenne qui a autorisé le regroupement familial a fait changer la perspective. C'est-à-dire que de foyers individuels, on s'est aperçu qu'ils pouvaient faire venir leur famille, donc ils ont fait venir leur famille, sont restés dans de l'habitat très petit, très compliqué. Et évidemment, le rêve d'intégration s'est fait à ce moment-là, mais c'était déjà un peu tard. Autrement dit, on a reporté l'intégration sur ses propres enfants, et ses propres enfants, Hassan II, quand il dit ça, il ne voit pas comment ça fonctionne, puisque en 1993, effectivement, les Marocains, puisque je parle des Marocains, mais il peut paraître des autres peuples nord-africains, sont très peu éduqués, très peu éduqués. La génération des, je veux dire Rachida Dati, mais bon, voilà, c'est un exemple, mais pour le coup, des Najat Belkacem, etc., qui sont plutôt éduqués, qui ont eu des responsabilités, etc., arrivent après. C'était des enfants. C'est des gens qui ont mon âge. Najat, je crois qu'elle a mon âge. En 1993, quel âge j'avais? Moi, j'avais 15 ans, 16 ans. Il parle de gens qui aujourd'hui ont réussi. Ouais. Hassan II. Mais il ne peut pas imaginer que la France va aussi changer un petit peu de visage. Les enfants d'immigrés et aujourd'hui même presque leurs petits-enfants, etc., recomposent aussi la France. Alors, certains en parlent de manière
complotiste en parlant de grand remplacement, ce qui est pas le cas, mais globalement, l'image physique du français moyen a beaucoup évolué également. Et donc aujourd'hui, Hassan II serait de nouveau devant Anne Sinclair, peut-être qu'il n'observerait pas la France de la même manière. Ouais. Et il pourrait se dire, ah ouais, en effet, aujourd'hui, la France n'a plus le même visage que en 1993, il y a très longtemps, quand j'ai sorti cette phrase. Et il aurait parfaitement raison. Un roi aussi important fut-il, peut aussi changer d'avis 32 ans après avoir prononcé une phrase. Et je pense que son fils, aujourd'hui, voire son petit-fils, quand ils vont en France, n'ont pas tout à fait le même raisonnement. Alors qu'en 1993, j'aurais été sans doute parfaitement d'accord avec ce qu'il racontait. Ok. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette partie de la population maghrébine en France qui, après chaque match de foot, au niveau européen, au mondial, quand le Maroc ou l'Algérie gagnent, on a le bordel dans les grandes villes de France. Les mecs roulent, klaxonnent, crament les trucs. Il y a les drapeaux algériens et marocains, ça siffle, ça crie, des pétards dans tous les sens. Ça, c'est quoi? C'est l'intégration, l'assimilation, c'est le patriotisme post-générationnel, post-immigrationnel, je sais même pas comment on pourrait l'appeler. Comment percevoir ça? Alors, je suis d'accord, hein, c'est pas bien du tout. Et d'ailleurs, on peut mettre le parallèle. Hein. Je me rappelle qu'il y avait une finale entre la France et le Portugal. On avait perdu, d'ailleurs, c'est bien dommage. Et donc, il y avait des drapeaux portugais partout. C'était bien. Il y a eu une finale que l'Italie a gagnée aussi contre la France. Il y avait des drapeaux italiens. Il y a beaucoup de ressortissants d'origine portugaise ou italienne. Pour autant, il n'y avait pas eu de casse. Il n'y avait pas eu trop de choses comme ça. Là, on touche au problème. Attention, là, c'est plus le citoyen qui parle que le chercheur, mais on touche au problème de l'autorité. À partir du moment où il est clairement stipulé que ce genre d'attitude est inacceptable et interdite, et où il y a des sanctions réelles et mesurables, force est de constater que ce genre d'attitude n'auront plus lieu, tout simplement, et on aura des drapeaux, des gens contents dans la rue, etc., parce que le pays dont ils se sentaient proches a gagné un match. Et après tout, pourquoi pas? Quand l'Italie a battu la France en finale de la Coupe du Monde, il y avait des drapeaux italiens partout. On s'est jamais posé la question de l'intégration des gens de la deuxième ou de la troisième génération d'Italiens. Ça ne me gêne absolument pas. Ce qui est très gênant, c'est que immédiatement, il y a de la casse, il y a des problèmes, il y a des troubles à l'ordre public, comme on appelle ça. Et à partir du moment où on ne se décide pas à sanctionner réellement et à le faire savoir, et c'était pas qu'une question de sanction d'ailleurs, c'est une question de le dire, de ne pas nier les choses. Je me rappelle vraiment, c'était pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a un supporter guinéen, je crois, qui s'est fait assassiner dans la rue par des supporters d'une autre équipe. Et je me souviens vraiment d'un observateur que j'aime bien pourtant, qui est préfet, qui avait dit non mais tout se passe très bien, etc. le lendemain de ce décès. En fait, on a tendance aussi à vouloir nier ce genre de choses. Je me souviens aussi très bien de la finale de la Ligue des Champions, c'était Liverpool-Madrid au Stade de France, ouais. Où c'était les supporters anglais qui avaient soi-disant... Eux aussi, ils sont connus pour... En fait, il y a une sorte d'aveuglement collectif, et depuis peu d'ailleurs, hein, on commence à dire les choses. On commence à les dire vraiment. L'histoire des influenceurs algériens, par exemple, c'est pas grave en soi, hein, mais de dire que voilà, maintenant, ce genre d'attitude est inacceptable et doit s'arrêter. Et ben, bizarrement, quand on dit les choses, quand on dit que ça, il ne faut pas le faire, et que si on le fait, il va y avoir des conséquences, bizarrement, ça marche. Quand on s'intéresse à un problème et qu'on y met les moyens, bizarrement, ça marche. Mon premier livre maintenant, qui s'appelle « Les territoires gagnés de la République », raconte comment, dans la ville du nord de la banlieue lyonnaise, qui s'appelle Rieux-la-Pape, le maire de droite a succédé à une décennie de maires de gauche, etc. Et a dit, maintenant, on va mettre l'accent sur la sécurité et le respect de la loi. Et on a recruté beaucoup de policiers municipaux, on a mis en place plein de dispositifs, etc. Et bizarrement, la délinquance a baissé. Bizarrement, ces attitudes ont eu beaucoup moins de prise. Si on écoute les gens, quelque part, quand on met un cadre, ça marche. Et personne ne le regrette tant que ça. Regardez, alors les Jeux Olympiques, ça a coûté très cher, hein, mais ça s'est très bien passé. Pourquoi? Parce qu'il y avait un cadre, parce qu'il y avait des réactions en cas d'abus, et ça s'est très bien passé. On a toujours peur, mais c'est horrible, hein, on a toujours peur que les banlieues explosent, etc.
elle n'explose que lorsqu'il y a des choses qui sont considérées comme injustes. En l'occurrence, ce pauvre Naël qui se fait tuer, voilà, force est de constater qu'il est mort suite à ça. Force est de constater qu'il est mort et qu'il n'aurait pas mérité de mourir pour ce qu'il a fait. On peut trouver des excuses aux policiers, je suis le premier à le faire, d'ailleurs c'est un métier qui est très difficile, mais force est de constater qu'à la fin, il y en a un qui est toujours vivant et l'autre qui est mort. Même si l'activité de celui qui est décédé était complètement illicite, hein, on est tout à fait d'accord. Et que les circonstances qui ont conduit au coup de feu étaient... Voilà. Donc là, on peut l'expliquer. En revanche, si ce jeune homme avait été arrêté, mis en prison pour un bout de temps, même s'il était mineur, pour conduite, etc., voilà, et si c'était quelque chose de systématique, force est de constater que ce genre d'attitude aurait beaucoup moins lieu. À un moment, les gens, qu'ils viennent d'Afrique du Nord ou d'ailleurs, quand il y a une loi, qu'il y a moyen de la faire respecter, qu'elle est ferme et qu'elle est appliquée de manière ferme et claire, ils ont tendance à la respecter. Après, il reste des hors-la-loi qu'il faut traiter, mais sauf que c'est pas ce qu'on ressent dans les médias qu'ils le respectent. Non, on a plutôt, au contraire, tendance à croire que c'est de pire en pire. Oui, mais c'est sûrement de pire en pire parce que le respect de la loi est de moins en moins activé. C'est-à-dire que on a quand même, et c'est pas moi qui l'ai démontré, de plus en plus de policiers qui refusent d'aller dans certains quartiers, qui refusent de traiter ce genre de choses, pour une simple raison, c'est qu'ils ont peur des conséquences, ils ont peur de ce qui pourrait arriver, etc. Et on a aussi une justice en France qui applique la loi. Attention, les juges, ils appliquent d'abord la loi, mais qui l'appliquent de préférence de manière plutôt légère, et qui ont tendance à, justement, donc c'est pas suffisant, voilà, à excuser de plus en plus des attitudes. À partir du moment, mais déjà ça tout part du discours politique, hein. À partir du moment où le discours politique est très ferme et où le message venant du sommet de l'État est très ferme, déjà les gens comprennent. Les gens sont comme tout le monde, hein, ils ont besoin de quelqu'un qui édicte des règles et qui les donne les règles, qui les donne très clairement, qui dit ce genre d'attitude n'est pas acceptable. Et s'il y a ce genre d'attitude, il y aura des sanctions. Déjà juste le ministère de la parole, le fait de parler, mais justement, tu sais qu'il y a une différence entre dire et faire. Parce que tu peux avoir les discours aussi fermes que tu veux, mais si derrière l'action ne suit pas, au bout d'un moment, ces populations-là, elles vont dire bon. Sauf que ces discours n'ont pas lieu. Les seules personnes qui mobilisent ces discours sont les gens qui sont pas au pouvoir, c'est le Rassemblement national. Allez, pour être très clair. Non, mais voilà, les seules personnes qui ont un discours de très grande fermeté par rapport aux petites incivilités sont dans un endroit de l'échiquier politique. Et ça commence, tout doucement, on commence quand même à avoir depuis quelques années des hommes politiques qui sont très fermes là-dessus, qui disent voilà. Et ben mine de rien, à partir du moment où on met les moyens derrière et où les lois adéquates sont votées et appliquées, les choses changeront. À partir du moment où on laisse davantage de paroles à ceux qui parlent d'excuses, on peut pas faire ça, c'est pas bien, etc. Forcément, les réactions vont être très naturelles, mais c'est très humain, c'est très anthropologique ce que je dis. À partir du moment où tu as personne qui a le bâton, qui dit voilà attention, si vous faites ça, vous allez avoir des problèmes. Personne ne le dit. Qui dit vraiment vendre du shit, c'est pas bien, il faut pas le faire? Qui le dit vraiment? Personne. Mais vraiment personne en plus. Qui dit c'est pas bien de renverser des poubelles? Qui dit, de manière très claire, hein, qui dit les rodéos c'est un scandale? Qui insiste dessus dans le monde politique, hein? Même notre ministre de l'Intérieur actuel, pour le coup, qui est quand même réputé comme assez droitier, n'est pas suffisamment ferme là-dessus. Déjà juste le ministère de la parole serait intéressant. Ce serait bien que quelqu'un qui ait des vrais pouvoirs le dise. C'est quoi? Il faut une société dans laquelle il faut expliquer qu'il faut pas renverser les poubelles, qu'il faut se laver les mains, qu'il faut pas dealer le shit. On est où, quoi? Je veux dire, on est dans un kindergarten ou quoi? Non, je crois qu'on est un peu là-dedans, oui. Et que quelque part, il faut aussi prendre les gens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire que ceux qui ont ce genre d'attitude, et ça a été démontré, hein, Maurice Berger, le psychiatre en parle assez bien, sont aussi des gens qui sont désintégrés, mais y compris intellectuellement, c'est-à-dire qu'ils ont assez peu de repères, qu'ils s'expriment très mal en français comme dans d'autres langues d'ailleurs, qu'ils ont un vocabulaire parfois un peu limité, et qu'il faut aussi être capable d'être ferme avec ces gens-là, et de ne pas crier au scandale dès qu'il y a des réactions
de fermeté, j'allais dire de contraintes physiques, à l'encontre de ces gens-là. Vraiment, je vous invite à lire ce superbe livre de Maurice Berger, qui est assez ancien maintenant, qui raconte que depuis que dans les centres éducatifs fermés, où il y a des mineurs délinquants parfois très violents, on ne peut plus contraindre physiquement. Je dis pas qu'il faut les passer à tabac, mais au moins les tenir pour les empêcher de s'exprimer de manière violente. Depuis qu'il y a ça, c'est beaucoup moins utile. C'est bête, mais quelque part aussi, la force publique, dans force publique, il y a force. Et à un moment, une force publique qui se fait respecter, c'est pas complètement idiot. Et le fait de rappeler à des gens qui sont souvent assez éloignés intellectuellement du reste de la population, et qui donc s'expriment de manière violente, leur rappeler de manière ferme et répéter que des attitudes sont illicites et qu'il ne faut pas le faire, et que si on le fait, il y aura des conséquences, mais il faut qu'il y ait des conséquences à tout ça. Voilà. Si on ne le fait pas, il y a des problèmes. Mon épouse est professeure au collège, typiquement au collège, on peut dire attention, tu vas avoir des problèmes, attention. À un moment, il faut agir, à un moment, il faut sortir le gamin de la classe. Tu sors de la classe et tu seras expulsé du collège. Si on ne fait pas ça, dans la vraie vie, les gens ont l'impression qu'il ne se passe jamais rien. Et c'est pour ça aussi que certains professeurs perdent complètement les pédales. Déjà parce qu'ils sont pas soutenus par leur hiérarchie, mais parce que la notion d'ordre public est aujourd'hui quasiment taboue sur un très large spectre de la politique, de l'échiquier politique en France. Il faut juste que la notion d'ordre public, d'ordre républicain, soit de nouveau à la mode, à gauche comme à droite. La seule personne à gauche qui parle d'ordre public, d'ordre républicain est quelqu'un qui est détesté, qui est ministre actuellement, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Manuel Valls. C'est la seule personne qui en parlait de manière décomplexée, sans aucun problème, etc. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Aujourd'hui, c'est un tabou, un tabou absolu à gauche. Quand on parle de Manuel Valls, oh là là, il est horrible. Il est même pire que Marine Le Pen quand on l'écoute. Quand on écoute des gens de gauche qui parlent de lui. Et voilà, à partir du moment où il y a un rejet systématique de gens qui parlent d'abord d'ordre républicain, faisons de l'ordre républicain avant de penser en termes de solutions sociales, peut-être que la solution sera là. Quand on dit les choses, quand on les fait appliquer, quand on est assez ferme et qu'on ose faire les choses, parfois ça marche bien. Le problème, il est là, justement, c'est quand on ose. Et j'ai l'impression qu'en France, il y a trop de laxisme, on n'ose pas. Arnaud, faut qu'on retourne à nos cours respectifs. Il est 12h10, on va être à la bourre. Donc, on va y aller. Merci pour ce podcast, pour cet échange, et surtout, merci pour tes conclusions. Enfin, pas tes conclusions, surtout pour le fruit de tes recherches. Merci. Peut-être à bientôt. Bonne journée à toi. Coupé. À très vite.